Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up. C'est un geste simple, voire banal. Le lavage de mains nous met à l'abri de nombreuses maladies, la plupart dites des mains sales. Le lavage de mains devrait être inculqué dès les bas âges à tout enfant et aussi être pratiqué durant toute la vie. Le respect strict des règles d'hygiène, en commençant par le lavage des mains après tout usage, c'est tout de suite dans Check-up. Le lavage de mains, un geste simple mais d'une grande importance au vu de la protection qu'elle garantit à l'être humain. L'une des catégories majeures des pathologies contre lesquelles le lavage de mains protège l'homme sont les maladies de mains sales qui, à ce jour, constituent un réel problème de santé publique en République démocratique du Congo. Pourtant, sur les rues quinoises, tout pousse à croire que ce geste n'est pas pris en considération par la population. De la cuisinière des restaurants de fortune communément appelés Maléwa à la ménagère, en passant par les plus jeunes ou le plus âgé, la jeune fille ou le jeune garçon, chacun pousse une raison pouvant dissimuler le non-respect de ce principe d'hygiène. C'est très difficile de faire attention au lavage de mains, surtout pour nous qui passons beaucoup plus de temps au travail qu'à la maison. Nous savons qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ne pas respecter la pratique de lavage de mains. Mais que faire? Nous oublions parfois. De nos jours, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le gel antibactérien à la place de la méthode traditionnelle basée sur l'usage de l'eau coulante avec le savon ou la cendre. Une situation qui serait notamment justifiée par le matraquage opéré par les médias sur certains antibactériens. Mais alors, ce produit garantit-il à 100% la protection contre les microbes? Difficile de répondre. Mais pour les experts, la méthode traditionnelle demeure la plus efficace. C'est vrai qu'il y a des propriétés qui détruisent des microbes pour les produits qui sont utilisés. Mais l'inconvénient, c'est que ces microbes sont fixés, restent fixés sur les mains. Donc ça signifie que si l'on nettoie, on n'utilise pas de l'eau courante et un détergent comme un savon ou même de la cendre, on ne saura pas évacuer de manière mécanique d'abord les germes qui se retrouvaient sur les mains. Il faudra donc mettre un accent particulier sur les lavages de mains avant la préparation et la consommation de tout repas et après avoir été à la toilette ou encore après avoir changé les couches des nourrissons et effectué certains travaux à l'aide de ses mains. Je reçois pour vous le docteur Benjamin Mavard. Il est médecin directeur des services d'hygiène de la République démocratique du Congo et coordonnateur du programme Village Asseni. Bienvenue sur ce plateau, docteur. Merci beaucoup, madame. Docteur, on va parler des lavages de mains, on va parler de l'hygiène et de l'assainissement. Vous êtes médecin directeur de ce service dans notre pays. Mais pour commencer, docteur, j'aimerais savoir, est-ce que les lavages de mains est un principe de vie, une culture ou juste un fait Oui, merci beaucoup, madame. Le lavage de mains, en fait, c'est au fait un principe, mais également une culture. Un principe, c'est au fait qu'il faut désormais faire apprendre aux gens comment se laver les mains correctement. Une culture, c'est dire que nous devons intégrer ces principes dans nos vies quotidiennes pour que nous puissions les porter de façon régulière et à tout moment. Toute une journée a été dédiée, et dédiée même pour ne pas dire a été, chaque année, une journée est dédiée à ce principe de vie dont vous venez de parler. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faudrait inculquer à toute personne ce principe de lavage de mains? Absolument, madame. Nous ne pouvons pas laisser les gens dans l'égarement. Nous avons l'objet et l'obligation de les accompagner pour améliorer leur vie. C'est pour cela que cette journée a été pratiquement dédiée. Et c'est une journée de sensibilisation, mais à notre niveau également. Nous sommes obligés d'accompagner ces populations. Et cette journée, en dédiant cette journée, je pense que c'est quelque chose qui va les réveiller à chaque instant pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie. On parle de lavage de mains, on dit que c'est vraiment important de le faire. Il faudrait non seulement laver les mains, mais respecter les règles strictes d'hygiène. Mais docteur, est-ce qu'on peut savoir quels sont les dangers ou les risques que l'on court lorsqu'on ne respecte pas les règles d'hygiène, lorsqu'on ne se lave pas régulièrement les mains? Le risque qu'on encourt, évidemment, c'est au fait les maladies. Les maladies sont pratiquement autour de nous. Les maladies sont pratiquement entre nos mains.
Mais nous avons le choix à faire entre la maladie et la vie. Et si nous pouvons éviter la maladie, il faudrait alors choisir la vie. Pour choisir la vie, il faut, pour les cas instants, qu'il faudrait se laver les mains. Se laver les mains régulièrement. Mais quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Mais il faut se laver les mains avant de préparer, il faut se laver les mains avant de manger, il faut se laver les mains avant de faire manger à l'enfant, mais aussi et surtout il faut se laver les mains après avoir été aux toilettes et après avoir changé de couche de l'enfant. Ça, ce sont les moments critiques qu'il faut que chaque personne puisse régulièrement se laver les mains. Tout à l'heure, vous aviez vous-même dit que quand est-ce qu'il faudrait se laver les mains. Moi, je voulais ajouter à comment faudrait-il se laver les mains. C'est vrai qu'il n'y a pas un seau ou une bassine d'eau devant nous pour essayer de montrer correctement, mais on dit qu'il faudrait le faire correctement aussi, docteur. Vous, en tant que responsable dans ce département-là d'hygiène, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Comment faudrait-il bien se laver les mains? Aujourd'hui, nous sommes en train d'amener nos jeunes enfants, nos jeunes frères et les communautés à se laver correctement les mains. Comment se laver correctement les mains? Évidemment, il faut d'abord prendre le temps de mouiller les mains avant de toucher les désinfectants ou d'utiliser un désinfectant pour permettre que les mains imbibées d'eau puissent bien faire son travail avec les désinfectants. Vous touchez les savons ou les désinfectants et vous frottez les paumes des mains. Après avoir frotté les paumes des mains, entre-temps, vous frottez également les dos des mains. Et vous frottez les espaces interdigitaux. Ça permettra à ce que vous puissiez désagréger les graisses qui sont là-bas. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'au niveau des ongles. Vous allez chercher les graisses qui sont entre les ongles. Vous essayez d'enlever tout ça et vous nettoyez. Vous nettoyez également les poignets parce qu'au fait, c'est au niveau des poignets où vient stagner les sueurs et les autres. Donc, c'est au niveau de ces poignets-là qu'il faut bien frotter. Et c'est lavé, il faut aller jusqu'au niveau de l'avant-bras. Parce qu'il faut protéger les mains, ce n'est pas seulement la paume des mains, mais il faut les protéger déjà au niveau des avant-bras. Après avoir lavé les mains correctement, évidemment au savon ou à la cendre, à ce moment-là, il faut rincer. Et rincer avec l'eau coulante qui coule. Ça permettra à ce que, s'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent se laver les mains, chacun vient à son tour et se lave, l'eau coule. Ce n'est pas dans un seau. Parce que si c'est dans un seau, les premiers qui se lavent, ils se lavent parfois correctement, mais ceux qui vont venir après vont se souiller de cette eau. Dans nos familles, on nous présente une bassine et on nous demande tous de laver les mains à l'intérieur. Dans nos familles, nous devons maintenant les amener à utiliser un robinet, à utiliser un dispositif de lavage des mains qu'on peut faire, soit quand on est en ville ou alors dans le milieu rural, où il y a des dispositifs locaux de lavage des mains qu'on peut utiliser et permettre de laver les mains correctement. C'est très important parce qu'au fait, chaque geste compte pour éliminer les microbes et désagréger. Un dispositif qu'il faudrait acheter aujourd'hui, on en trouve sur les artères, on en trouve sur les rues de la ville, partout on vend un dispositif. Aujourd'hui, puisque vous en parlez, ils vont dire que le docteur Mavar a dit, donc c'est encore un effet à commercialiser ces histoires-là qui coûtent aussi cher. En fait, les principes, c'est quoi? C'est au fait de se laver les mains et que l'eau tombe. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces dispositifs? C'est peut-être un robinet de la maison qu'on veut nettoyer et laver les mains correctement. Ou alors, si on ne peut pas en trouver, on trouve un dispositif qu'on peut trouver chez des personnes ou se faire aider à construire un dispositif de lavage des mains pour ceux qui sont en milieu rural, avec le bois, avec des bambous, faire un bon dispositif de lavage des mains. Ils sont très génieux, ceux qui sont dans les milieux ruraux, de faire des dispositifs. Ils savent comment le faire. Ils savent comment le faire. Et sur base de ça, ils peuvent utiliser correctement. J'aimerais revenir un peu en arrière, docteur. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faudrait utiliser un désinfectant, il faudrait utiliser un savon. On ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, on trouve des désinfectants de toutes formes, de toutes les marques, même on en trouve sur les marchés. Et les gens préfèrent avoir toujours une petite bouteille dans le sac ou avoir des lingettes désinfectants aussi dans les sacs. Est-ce que vous pensez que ce sont des produits qui sont recommandés pour pouvoir désinfecter ses mains? Je ne doute pas de la façon dont les désinfectants sont fabriqués. Mais il faudrait que ce soit d'abord un bon désinfectant. Ça, c'est un. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un bon désinfectant? Ouais, là, il faut aller chez les chimistes, un désinfectant qui peut permettre de bien nettoyer les mains.
Mais madame, quand vous venez de faire les éléments, vous venez de citer les éléments entre les désinfectants, les savons, je dirais même la cendre, je pense qu'il faudrait choisir. C'est bon, lorsqu'on se trouve dans des moments critiques, une jeune dame par exemple, ou un monsieur qui utilise les toilettes et qui n'a pas de savon, et qui n'a pas de l'eau par exemple, il se trouve dans des endroits critiques, ils peuvent utiliser les désinfectants. Mais les désinfectants fixent le germe. Mais ils bloquent la multiplication des germes sur les paumes des mains. Ça reste, ça fixe et ça ne permet pas la transmission. Mais ça reste sur la paume des mains. Il faudrait alors utiliser une autre solution pour faire partir les germes des microbes qui se trouvent sur la paume des mains. Est-ce qu'on peut savoir la durée que ces germes peuvent rester? Mais les germes peuvent rester autant que le produit est actif. Mais si le produit devient inactif quelque temps après, avec la sueur, avec la chaleur, c'est fini. Il n'agit plus. C'est pour cela que nous disons, la meilleure pratique, c'est d'utiliser les savons. En fait, n'importe quel savon qui va permettre de désagréger les mains, d'enlever les graisses qui se trouvent au niveau des mains, après avoir touché les savons ou mouillé les mains et lavé correctement, vous rincez. À ce moment-là, le principe de rinçage va permettre de désagréger tout et de nettoyer les mains. Donc, contre un désinfectant et se laver les mains correctement avec du savon et de l'eau qui coule, les résultats n'est pas le même. Le résultat n'est pas le même. Les résultats n'est pas les mêmes parce que le désinfectant fixe les germes, les bloque la multiplication pendant quelques temps, mais les germes restent sur les paumes des mains. Mais puisqu'on parle de l'hygiène, le respect des règles d'hygiène, après avoir lavé les mains correctement, on utilise une serviette qu'on a trouvée dans les installations, une serviette en coton que tout le monde est passé par là pour l'utiliser. Est-ce que ces serviettes-là peuvent également être à la base des autres microbes? J'ai dit sincèrement, les serviettes qui sont utilisées dans les installations, au niveau des cuisines, mais il faut d'abord le voir comment il est. Si c'est même des serviettes à usage unique, ça ne garantit rien. C'est pour cela que la meilleure façon de sécher, c'est de sécher à l'air libre. Il faut secouer les mains et sécher à l'air libre et je pense qu'on peut utiliser. J'ai déconseillé formellement. Est-ce qu'on peut connaître des serviettes ou des mouchoirs de poche? Ok. Est-ce qu'on peut connaître les maladies qui peuvent subvenir des mains sales, des maladies dites des mains sales? Est-ce que vous pouvez essayer de nous parler un peu de toutes ces maladies-là et même de les citer, docteur? Oui. En fait, les maladies des mains sales sont en fait ceux qui sont en contact avec les gens. Vous savez, aujourd'hui, l'environnement avec lequel nous sommes nous permet d'être en contact avec les maladies. Et au fait, quelles sont ces maladies? C'est au fait les maladies qui passent par les mains, pour lesquelles l'homme est victime. C'est quoi? C'est au fait, nous disons par exemple la fièvre typhoïde. C'est devenu courant. Il se transmet par les mains, mais aussi à partir des aliments qui ne sont pas correctement cuits ou qui sont souillés. Mais également, nous allons parler à part la fièvre typhoïde, vous avez le choléra également. Vous avez les diarrhées, toutes les diarrhées qui surviennent chez les enfants. Et c'est pour cela qu'on dit que les enfants de moins de 5 ans sont très vulnérables parce qu'au fait, tout ce qu'ils touchent, il est exposé et il a tendance à amener ça à la bouche. Au fait, ce sont ces maladies-là, les diarrhées diverses, même les infections respiratoires. Vous savez, madame, quand les mains sont sales, pleines de poussière, les enfants ont tendance à amener les mains vers la bouche et ils inhalent au niveau des nez. Et ce sont ces maladies-là qui exposent. Il y en a encore beaucoup d'autres qui sont là, c'est au fait de la maladie liée à l'hygiène et à l'assainissement. Vous savez, madame, dans nos pays d'Afrique, c'est plus de 60% des problèmes de santé qui sont liés aux maladies des mains sales. C'est d'ailleurs une maladie qu'on attribue plus aux zones tropicales. Voilà, aux zones tropicales, c'est au fait par rapport à leur développement, par rapport à leur multiplication, c'est quoi? Il fait chaud, ça permet à ces germes-là de se multiplier facilement et de trouver à l'homme qui ne se lave pas correctement les mains ou qui ne se lave pas correctement un milieu de culture. Donc, en fait, en ça. Donc, c'est pour cela que nous insistons qu'il faudrait vraiment de l'hygiène, qu'il faudrait l'hygiène des mains
mais aussi l'hygiène des denrées alimentaires, de l'eau, de boissons, et nous devons les appliquer pour permettre à l'homme de vivre dans de bonnes conditions. J'aimerais poser une question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. L'hygiène de main, c'est une bonne chose, c'est laver les mains après tout usage, mais il faudrait également voir dans les milieux dans lesquels on évolue. L'insalubrité bat son plein. Quel message pourriez-vous dire à toutes ces personnes-là qui vivent? Pour eux, l'insalubrité fait partie de leur vie quotidienne. Il faudrait sortir de là. Il faudrait faire un choix. On ne peut pas vivre dans l'insalubrité et prétendre vivre correctement. Certaines personnes pensent qu'ils vivent correctement dans ça. Ceux qui vivent dans l'insalubrité, ils le savent. Et ils sont susceptibles de faire toutes les maladies que nous venons de citer. Vous allez voir des gens qui font des gales, vous allez voir des grandes personnes qui font des gales, des maladies hygiéniques, vous allez voir des gens qui font plusieurs maladies dont nous venons de citer ici, des diarrhées et autres. Parce qu'au fait, ils vivent dans les milieux insalubres. Ils mangent n'importe quoi. Surtout ceux qui sont exposés au niveau de la rue. Et au fait, ce sont les aliments des rues. Aujourd'hui, nous mangeons tous les aliments des rues. Parce qu'on ne mange pas dans nos maisons. Mais il faudrait choisir quel type d'aliments manger, comment les aliments sont protégés pour permettre à l'homme de pouvoir manger et aider l'homme à reconstruire l'unité de son corps. On parle des maladies des mains sales. Vous êtes médecin directeur des services d'hygiène nationale de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il une politique nationale en ce qui concerne l'hygiène en général et surtout les lavages de mains en particulier? Oui, madame. Nous venons, avec l'appui du ministre de la Santé publique, d'élaborer les premiers documents en 2014. C'est au fait la politique nationale de l'hygiène. Cette politique est également couplée à un plan stratégique de l'hygiène qu'il faudrait aujourd'hui mettre en pratique. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. En 2015, en avril, nous avons élaboré les codes de l'hygiène. Notre pays était en souffrance par rapport à ces documents régaliens, régulateurs, mais nous venons de l'élaborer. Et aujourd'hui, il est en train de prendre les chemins pour aller jusqu'au niveau des organes qui vont légiférer. C'est au niveau du Parlement. Ce sont des outils très importants parce que ça va nous permettre de mettre en place les brigades et de les redynamiser. Vous savez, il y a quelques années, les brigades d'hygiène étaient une fierté pour le pays. Pour le pays. Et avant l'indépendance, on n'en trouve même pas. On n'en trouve pas. Ils sont là. Au fait, ils sont confondus à tout agent de l'administration publique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire un effort pour les relever, pour les redynamiser et les mettre encore au niveau de la population. Vous ne pensez pas que c'est un véritable défi qu'il faudrait relever, surtout dans une ville comme la ville-province de Kinshasa, où on voit les aliments qu'on vend sur la rue, les aliments à manger qui sont vendus sur la rue, exposés sans être couverts. Vous ne pensez pas que c'est vraiment un grand défi que vos services doivent relever dans les années à venir? Madame, c'est un grand défi pour toutes les agglomérations au niveau des pays. C'est un grand défi, mais on ne se laisse pas. Parce qu'au fait, aujourd'hui, quand nous regardons nos pays d'Afrique, quand nous regardons notre pays, la RDC, quand nous regardons nos grandes villes, en fait, ils sont pratiquement assujettis à toutes ces maladies. Et on s'est dit, la meilleure façon d'aider les populations, la meilleure façon de les soigner, ce n'est pas de construire des centres de santé. C'est tout. On doit construire les centres de santé lorsque ça dépasse. Mais la première arme, c'est en fait la prévention. La prévention. Et la promotion. Parce qu'avec la prévention et la promotion, nous réduisons le nombre de cas de maladies et maintenant les structures sanitaires peuvent les prendre. C'est pour cela que, avec l'appui du gouvernement, avec l'appui du ministre de la Santé publique, nous sommes en train de mettre en place tous ces outils pour qu'en 2015, fin 2015, début 2016, que les brigades puissent être de nouveau visibles dans les différentes agglomérations. Docteur Mavard, aujourd'hui, vous sensibilisez, vous communiquez. C'est vrai que même si ce n'est pas très très visible, mais on doit dire que vous faites quand même quelque chose dans votre direction. Mais est-ce que vous pensez que la population est clairement informée ou est suffisamment sensibilisée en ce qui concerne l'hygiène, l'assainissement du milieu, en ce qui concerne les lavages de mains? Oui, je ne dis pas que la population n'est pas informée, mais je ne dis pas aussi que la population est complètement informée. C'est un effort qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, quand nous regardons les pratiques de nos populations, nous sentons au fait que l'hygiène qui était autrefois pratiquée au niveau des ménages a sensiblement été régressée. Donc, on est obligé
de refaire et faire un effort pour améliorer l'hygiène au niveau des populations. Et au fait, c'est ça, les combats pour lesquels le ministère de la Santé s'est dit que cette année et pour les 5 ans qui vont venir, la prévention et la promotion de la santé doit être un axe très important pour permettre aux populations de retrouver leur vie et de mieux vivre dans nos conditions. La République démocratique du Congo, des maladies et des épidémies qui sont en train de revenir dans beaucoup de coins du pays. Au Maniema, on parle du choléra, ailleurs on parle de la fièvre typhoïde, dans le Bandundu. Est-ce que vous pensez vraiment que des efforts sont fournis, la sensibilisation est faite, docteur, pour que ces choses-là ne puissent pas toujours revenir? La sensibilisation est faite, mais on est lié aux stratégies. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de passer pratiquement à une vitesse supérieure. Parce qu'avec les outils que nous avons mis en place, avec les éléments et avec l'accompagnement de notre hiérarchie, je pense que nous sommes en train de faire un effort pour essayer de rattraper un peu le retard qu'il y avait autrefois et de pouvoir donner aux populations ce qu'ils doivent. Cette population congolaise. Je disais que vous êtes également coordonnateur du programme Village et École Asseni, un programme du gouvernement congolais appuyé par plusieurs partenaires dont l'UNICEF depuis 2006, si je ne me trompe pas jusqu'à ce jour. Docteur, quel bilan jusque-là? Oui, c'est un bilan, je dirais, positif. Je dirais positif qualitativement. Qualitativement parce que jusque-là, nous avons, de 2008 jusqu'à 2015, nous avons près de 6000 villages. Et nous ciblons. Et nous sommes dans dans les 22 zones de santé, plutôt 22 provinces et 520 zones de santé. 220 zones de santé, je dirais. 220 zones de santé. 220 zones de santé. Mais en fait, nous avons déjà plus de 6 millions de personnes qui sont touchées par les programmes. Et je peux vous garantir, madame, que dans les personnes qui sont touchées par les programmes, dans les villages qui sont touchés par les programmes, il n'y a pas assez de cas de choléra. Et au fait, beaucoup de maladies sont réduites. Et l'impact du programme Village Asseni sur la santé se fait vraiment sentir parce qu'au fait, dans les centres de santé, il y a une grande diminution de morbimortalité. Aujourd'hui, évaluée à plus de 80%. C'est énorme. Et c'est énorme grâce à la prévention. Mais vous savez, madame, nous avons dit tout à l'heure, 6000 villages que nous avons pu maintenir l'eau, l'hygiène, l'assainissement avec le programme Village Asseni. Mais la RDC n'a pas 6000 villages. L'objectif, c'est d'atteindre combien de villages? L'objectif, madame, c'est de couvrir tout le pays. Chaque Congolais, là où il est, il doit mieux vivre. Pour mieux vivre, ils doivent être intégrés dans le cadre du programme École et Village Asseni. C'est ça que nous nous sommes dit. Nous avons plus de 80 000 villages au niveau du pays. Mais il faudrait qu'on arrive. Ce n'est pas un défi insurmontable. Nous pouvons le faire. C'est pour cela que nos autorités nous accompagnent et nous cherchons toujours qu'un budget conséquent nous soit alloué au ministère pour que le ministère, évidemment, nous appuie pour amener. Aujourd'hui, les villages assainis sont faits avec l'appui du gouvernement, mais je pense avec l'appui du gouvernement et des partenaires, mais beaucoup plus des partenaires, dont l'UNICEF, l'IFAID et les autres que vous venez, le Japon et l'USAID. Mais ça ne suffit pas. Docteur, c'est vrai que vous êtes sur le terrain, dans des coins reculés, vous avez parlé de coins urbano-rural, mais aujourd'hui j'aimerais savoir qu'est-ce qui est exactement fait. Lorsque vous arrivez quelque part dans un village, vous dotez ce village en eau potable, vous créez des puits, qu'est-ce que vous faites exactement? Au niveau du village, lorsque nous voulons implémenter, au fait, les programmes Village Asseni dans un village, ce n'est pas nous qui allons vers les villages, c'est le village qui vient vers la zone de santé. L'unité opérationnelle du programme Village Asseni, c'est la zone de santé. Le médecin chef des zones, c'est le chef du projet. Nous l'appelons chef du projet parce qu'au fait, c'est lui qui organise et qui gère les projets au niveau de nos communautés. Donc, au fait, les communautés vont faire la demande au niveau du village. Ils font la demande. Les comités villageoises, les comités scolaires font la demande pour intégrer les villages Asseni. Parce qu'ils ont entendu parler des villages Asseni, par l'AC, par les SCA, par le médecin chef de zone, et ils veulent intégrer les villages Asseni pour réduire, dans leur communauté, pour réduire les problèmes de santé dont ils ont besoin, dont ils sont en train de subir. Et à ce moment-là, on met en place l'organisation, le médecin chef de zone va les visiter, et il y a un contrat de partenariat qui est signé entre la zone de santé, qui représente les programmes Village Asseni, et la communauté villageoise ou la communauté scolaire,
pour qu'il y ait un pacte et un partenariat du travail. Et à ce moment-là, le médecin chef de zone va définir les activités des uns et des autres. Quelle est la contribution des ménages, des villages, pour qu'on arrive au programme Village Assaini, et quelle sera la contribution de la zone de santé. Le programme Village Assaini, évidemment, à travers la zone de santé. Dans ce mariage, c'est au fait ce que nous appelons un mariage gagnant-gagnant, parce qu'au fait, la zone de santé implémente les activités des villages assainis. La population gagne en acceptant les villages assainis et en réduisant les problèmes de santé de leur communauté. Et au fait, ainsi dans un processus qu'on définit ensemble, nous arrivons à certifier un village. Madame, vous peut-être, je vais vous inviter un jour à visiter dans les coins, recoins du pays, où on est en train, les communautés villageoises elles-mêmes sont en train de célébrer, de fêter, parce qu'au fait, le village vient de totaliser une année, et qu'au niveau de la zone de santé, ils ont constaté que le nombre de cas de maladies ont sensiblement diminué. Et c'est un investissement, madame. Parce que quand on diminue les maladies, le temps que l'enfant qui était régulièrement malade, les dépenses de santé, madame, maintenant les communautés villageoises peuvent gagner et investir dans leur travail de champ. C'est ça que nous voulons. C'est vraiment un travail à saluer et on espère que le gouvernement congolais pourrait également mettre la main dans la pâte afin d'accompagner ce projet et que nous puissions, ou que le village Assaini puisse couvrir toute la République démocratique du Congo. Je crois que c'est ce que vous voulez arriver ou obtenir comme résultat. Absolument, madame. Nous ne pouvons pas garder nos mains. Nous sollicitons l'appui, encore l'appui du gouvernement, parce que nous savons qu'il nous apporte déjà un appui, mais qu'il puisse voir ces populations et apporter encore beaucoup plus d'avantages d'appui. Alors, docteur, on tend vers la fin de cette émission. Une petite question avant que vous puissiez dire un dernier mot. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire quels sont les conseils pratiques à donner à ceux qui ne savent pas bien se laver les mains, ou à ceux qui disent et tout ça, je viens de me réveiller, je n'ai rien touché, je n'ai rien fait avec mes mains, pourquoi dois-je aller les laver? Il faut se laver les mains, madame, à chaque instant. Et nous le disons toujours, ce n'est pas au moment que nous venons de citer. À tout moment critique, lorsque vous vous trouvez devant quelque chose où vous devez manger, vous devez vous laver les mains. Lorsque vous avez, même si vous avez dormi, vous savez à quoi vous avez touché la nuit? Vous êtes gratté, n'importe où, et le matin, vous venez vous toucher, vous voulez, les pains, vous voulez faire ceci. Mais où est-ce que ces pains-là, pour la maman qui va prendre les pains, où est-ce que les pains-là ont dormi? Dans un panier, il y a les cancrets là. Il y a les mouches. Mais à ce moment-là, on ne sait rien faire. On se lave les mains et on mange. Il faut se laver les mains pour manger, mais il faut protéger tout ce qui est comme repas et tout ce qui doit être mangé. Et c'est pour cela que nous sollicitons toujours l'appui des partenaires et l'appui du gouvernement pour nous aider à redynamiser au fait l'hygiène. Parce que nous ne disons pas que le gouvernement, plutôt la population manque d'hygiène, mais au fait, ils ont les notions d'hygiène. Lorsque nous passons, ne fût-ce qu'une fois dans la communauté, ils se réveillent pour dire, au fait, ça existait. Et au fait, ils adoptent facilement les comportements positifs et qui les aident à mieux vivre. Une autre question, docteur, qu'en est-il du programme scolaire en République démocratique du Congo? Est-ce que les enfants bénéficient toujours de ces cours d'hygiène? Est-ce qu'ils apprennent à comment entretenir leur milieu, comment se laver les mains, comment respecter les règles strictes d'hygiène? Là, je remercie sincèrement les ministères de l'EPSP et Initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est vraiment parmi les cours qui sont donnés de façon régulière. Et aujourd'hui, madame, si on n'investit pas sur l'hygiène de l'enfant, madame, vous savez aujourd'hui qu'il y a des études qui ont démontré qu'un enfant qui n'est pas hygiénique va poser des problèmes, des maladies. Et ces maladies peuvent être des maladies des règles, mais il peut avoir des gales, des poux, où il sera obligé de se gratter régulièrement. Et quand il se gratte, évidemment, il se déconcentre sur le cours qu'il est en train de donner. Et le résultat baisse. Ça, c'est prouvé. C'est pour cela que nous sommes, avec l'appui des partenaires, mais avec l'appui du gouvernement, de mettre en place aujourd'hui des écoles assainies. Et c'est piloté par les ministères de l'EPSP. Docteur Mavard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin directeur des services d'hygiène de la République démocratique du Congo et coordonnateur du programme Village et École Assaini. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci, madame. Et dans 1001 questions santé, comment entretenir ces installations sanitaires? Nettoyer les toilettes régulièrement assure leur longévité.
L'entretien de toilettes comporte le nettoyage et leur détartrage. Il faut également savoir entretenir sur les toilettes bouchées ou une fuite de WC. Ce nettoyage doit se faire à fréquence régulière avec de produits adaptés afin de garantir une propreté optimale. Il est donc conseillé pour nettoyer les toilettes d'utiliser uniquement un produit à multi-usage. Le marché ne manque pas de produits en tout genre. Entre les gels, les blocs accrochés dans la cuvette, dans le réservoir, sachez que ces blocs ont une efficacité limitée et sont plus polluants. Pour ce faire, il faut privilégier un certain nombre de produits. Il s'agit entre autres de l'eau de javel désinfectant, cuvette, lunettes, vinaigre blanc et l'anticalcaire. Pour prévenir un entartrage, nettoyez la cuvette avec du vinaigre blanc, diluez cuvette désinfectant et désodorisant, bicarbonate de soude détartrant, versez dans la cuvette et laissez agir, alcool à brûler désinfectant, frottez avec un linge imbibé. Bon à savoir, désinfecter ses toilettes est une bonne chose, mais posséder de bonnes habitudes, c'est encore mieux. Utilisez la brosse après un passage aux toilettes, laissez l'endroit aussi propre qu'en arrivant et surtout se laver systématiquement les mains après le passage au lieu d'aisance. Si vous voulez déboucher ou simplement désengorger vos toilettes, utilisez une ventouse ou bien un furet. Prenez l'habitude d'inspecter régulièrement les abords de la cuvette et du réservoir, l'intérieur de la cuvette, pour détecter des probables fuites, même les plus minuscules. Et enfin, attention aux précautions d'usage dangereuses. Versez dans la cuvette et laissez agir, puis tirez la chasse. De l'eau sur le sol pourra indiquer une mauvaise étanchéité entre le réservoir et la cuvette. Vérifiez donc les vis d'assemblage car une condensation au niveau du réservoir peut se former par temps humide. Essayez d'améliorer l'aération ou appliquer une isolation intérieure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. Merci de rester sur B1.